Messieurs, bonjour, il est 13 heures et c'est l'heure de vous informer. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a quitté Kinshasa ce mardi pour une visite d'État de 4 jours en République populaire de Chine. Cette première visite du président Tshisekedi sera marquée par la rencontre en tête-à-tête le 26 mai à Pékin avec son homologue chinois Xi Jinping. En toile de fond, il s'agira de remettre sur la table le contrat signé en 2008. Le détail dans cet élément. Le président Félix Tshisekedi entend échanger avec son homologue sur la redynamisation des relations bilatérales sino-congolaises. Nous voulons un partenariat d'État à État. Nous souhaitons retrouver cette Chine qui a laissé de traces indéniables au Congo avec les palais du peuple, le stade des martyrs et tant d'autres, a lancé un membre de la délégation présidentielle congolaise au moment de quitter Kinshasa. À l'occasion du 50e anniversaire de la normalisation des relations diplomatiques sino-congolaises en novembre 2022, le président Tshisekedi avait dans un entretien téléphonique avec le président Xi Jinping salué les relations bilatérales tout en évoquant sa détermination d'approfondir sans cesse l'amitié traditionnelle entre les deux pays et à promouvoir les partenariats stratégiques RDC-Chine pour obtenir de nouveaux résultats dans l'intérêt des deux peuples. Pour sa première visite d'État en Chine, le président Tshisekedi a un agenda très chargé. Outre le haut dirigeant chinois, le président Félix Tshisekedi va consacrer un peu plus de temps pour des échanges économiques avec le monde des affaires. Après Pékin, le président Félix Tshisekedi est attendu à Shanghai, Hong Kong et Shenzhen. Lors de cette première étape, le président de la République démocratique du Congo devrait rencontrer les entrepreneurs chinois dont les géants de la téléphonie Huawei. Il est prévu la signature d'un accord de coopération entre la RDC à travers les ministères des numériques et la Chine Huawei. La présence de membres du cabinet du chef de l'État et de près de 6 membres du gouvernement central présage de la diversité de dossiers à traiter en Chine. Le vice-premier ministre de la Défense, Jean-Pierre Mbemba, le VPM des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, la ministre d'État à l'Environnement, Eve Bazaïba, les ministres des Finances, Nicolas Kazadi, la ministre de Mines, Antoinette Samba, les ministres du Numérique, Eberande Kolongele, et les ministres de Communication et Médias, Patrick Mouyaya, sont dans la suite du président Tshisekedi. Quelques membres du gouvernement congolais sont déjà à pied d'œuvre en Chine pour la signature des accords, mais également la renégociation du contrat chinois signé en 2008 et dont le clause s'avère aujourd'hui défavorable pour la partie congolaise. L'impact socio-économique et industriel de l'exploitation des hydrocarbures sur le 27 blocs pétroliers et le 3 blocs gaziers, c'est le thème qui a été abordé hier mardi dans une conférence débat organisée par les étudiants du secteur du pétrole et du gaz de l'UNIKIN, l'IEFA et l'IPG. Ces assises qui ont connu la présence du ministre national des hydrocarbures se sont déroulées à l'université de Kinshasa. Lesset Kuzola et Giscard Tamba étaient présents. Économique et industriel de l'exploitation des hydrocarbures sur le 27 blocs pétroliers et les 3 blocs gaziers, telle était la thématique autour de laquelle le ministre des hydrocarbures, Didier Boudimbu, s'est entretenu avec les étudiants de la filière pétrolière et gazière des universités de Kinshasa, franco-américaine et l'Institut du pétrole et du gaz pour la première fois depuis sa venue à la tête de ces ministères. Plusieurs personnalités ont répondu présents à ces assises, telles que la vice-ministre des hydrocarbures, Wivine Moleka, le membre du cabinet du ministre, le recteur de l'université de Kinshasa, mais aussi le président du conseil d'administration de l'IPG et le corps professoral. Après les hymnes nationaux et universitaires, mais aussi les mots du recteur de l'UNIKIN, leur étaient aux différentes interventions. Le premier intervenant, le professeur Die Mouchiban, doyen de la faculté du pétrole, gaz et énergie renouvelable, a parlé sur le potentiel pétrolier de la République démocratique du Congo. Le second intervenant, le professeur Dominique Wechondo, a parlé de l'apport du scientifique dans le processus d'appel
l'appel d'offres des blocs pétroliers et gaziers. Le troisième intervenant, l'ingénieur Nixon Zinga, s'est entretenu avec les étudiants autour de lois qui régissent les pétroles et les gaz, mais aussi l'historique des hydrocarbures en RDC. Après ces interventions, l'heure était arrivée pour le ministre des hydrocarbures de s'adresser aux étudiants. Nous parlions déjà les 3 blocs dans le bassin côtier. Les gens, il y a des sociétés qui ont soumissionné. Tous les 3 blocs, il y a eu des sociétés qui sont alignées. Nous avons passé l'étape de la présélection. Maintenant, nous sommes en train de voir les dossiers pour passer à l'étape de la sélection et au final entrer dans les discussions. Ce qui nous rassure déjà par rapport à ces 3 blocs, c'est que nous savons tous que pour évacuer le pétrole, il n'y aura pas beaucoup de problèmes parce qu'il y a déjà des infrastructures de ce côté-là. Il y a Pérenco qui espoir déjà de ce côté-là et il y a sur le stream avec l'ingénieur Nixon que j'ai eu à voir la dernière fois que j'ai fait un tour là-bas. Ça ne suivit les échanges de questions et réponses entre les étudiants présents et les ministres. Un trophée d'excellence a été remis au ministre par la représentation des étudiants œuvrant dans les secteurs du pétrole et du gaz. Au sortir de ces assises, les participants n'ont pas manqué de mots. Un acte à saluer, nous saluons cet acte de haute qualité de son excellence, monsieur le ministre Dimou et de la vice-ministre, madame Monika. Alors nous sommes vraiment honorés et nous disons un grand merci de la part de nos étudiants. Aujourd'hui, nous sommes fiers d'être pétroliers, nous sommes fiers de dire que nous avons fait des études pétrolières en RDC. Qui va pouvoir travailler sur notre. C'est sur une bonne ambiance que cette conférence a été déclarée close. Quittons Kinshasa à présent pour l'est du pays. La pacification de l'Ituri passe par les dialogues entre Ituriens. Depuis le lundi 22 mai dernier, les représentants des communautés à l'heure d'Unganda, Panduru, Angal 2 et Walendu Wachi réfléchissent sur les solutions à apporter pour le retour effectif de la paix dans ces territoires. Ces dialogues sociaux qui s'est fait sous la facilitation du diocèse des Mahangi Nyoka a été lancé par l'administrateur militaire du territoire des Mahangi au nom du gouverneur militaire de l'Ituri. Les précisions dans cet élément. C'est au nom de son excellence le lieutenant général Luboyaka Chamadjoni. Il se tient depuis ce lundi à Mahangi Centre, à environ 180 km de Bunia, un dialogue social réunissant notabilités locales, acteurs de la société civile et autres couches sociales. Pendant 3 jours, il sera question de passer en revue les tensions communautaires qui divisent les Alou d'Ouganda, Panduru, Angalde et Walendu Ouati. Ceci pour une paix durable dans ce territoire. Pour Monseigneur Sosten Aïkouli, évêque du diocèse de Mahangi Nyoka, facilitateur de ces travaux, les participants doivent aborder la question de la paix avec sincérité et engagement. Si nous étions instrumentalisés ou utilisés, comment accepter d'être instrumentalisés? Comment accepter d'être un instrument de mort et pour les services ou les intérêts des autres? Comment accepter que les autres bénéficient par nous, à travers nous, sur les sangs de nos frères et sœurs, sur les cadavres de nos frères et sœurs, de nos parents, de nos amis? En tout cas, dans les 2 hypothèses mentionnées, nous avons le grave devoir de prendre nos responsabilités devant Dieu et devant l'histoire pour que le dialogue bilatéral se déroule là sous peu, se déroule justement dans la sincérité, dans la franchise, dans la vérité, dans la tolérance, dans le respect mutuel et sans passion. Parlant au nom du gouverneur de province à l'ouverture de ce forum, l'administrateur du territoire de Mahangi, le colonel Jacques Dissanoa, a invité les participants à s'aligner dans la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans la recherche de la paix. Vous toutes et vous tous qui êtes venus des différentes entités du territoire de Mahangi et de la ville de Bunia, je vous félicite pour votre détermination patriotique. J'ai la foi que les 3 jours que vous allez passer ici apporteront de bons fruits pour la consolidation de la paix. Précisons que ces travaux sont organisés par le groupe consultatif pour la médiation avec l'appui financier et technique de l'ONG Action pour la paix et la Concorde. Avant de boucler ces bulletins d'information, rendons-nous à présent au Soudan où les habitants
La population habitant l'état du Nil craignent une guerre civile malgré les cessez-le-feu qui visent à permettre l'acheminement de l'aide humanitaire. Les combats ont déjà fait près de 1000 morts et forcent plus d'1 million de personnes à fuir leur maison à l'intérieur du pays au-delà des frontières. Suivez les détails dans cet élément. Au Soudan, des habitants de Shendi dans l'état du Nil craignent une recrudescence de conflits tribaux qui pourrait entraîner dans le pays un scénario semblable à celui de la Somalie, malgré l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu d'une semaine. Fin avril, l'envoyé de l'ONU au Soudan, Volker Perthes, a signalé l'armement de civils au Darfour occidental et des affrontements entre les communautés Hausa et Funi dans l'état du Nil bleu. Je crains un scénario semblable à celui de la Somalie car les gens se tournent désormais vers le racisme et le tribalisme. Heureusement, l'armée tente de préserver son unité et celle du pays. Et j'espère qu'elle continuera sur cette voie car nous sommes confrontés à de nombreux conflits tribaux aujourd'hui, en particulier dans un pays divisé en centaines de tribus, de races et de dialectes. Je pense que la victoire reviendra à celui qui aura la plus grande endurance, qui possédera des véhicules blindés, qui contrôlera l'air, qui possédera l'artillerie lourde et qui contrôlera les camps. Le cessez-le-feu tant attendu par les habitants de Khartoum permettra à un plus grand nombre de fuir la ville. Depuis le 15 avril, les combats ont déjà fait près de 1000 morts, provoqué des évacuations massives d'étrangers et déplacé plus d'1 million de personnes à l'intérieur du pays et au-delà des frontières. C'est par ici que nous mettons un point final à ces bulletins d'information. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi et surtout restez branchés sur nos antennes.